Dans une vieille salle communautaire de Kingston, un soir de pluie étouffante, des vétérans jamaïcains se sont assis en silence. Ils avaient tout vu, les promesses creuses, les traités signés loin de leur peuple, les médailles remises pendant que la dignité leur échappait. Et pourtant, ce soir-là, quelque chose de nouveau planait dans l'air, le nom d'Ibrahim Traoré, un jeune capitaine du Burkina Faso que des anciens soldats de l'autre côté de l'Atlantique avaient décidé d'écouter vraiment. Pourquoi des hommes endurcis, fatigués des discours, se sont-ils soudain reconnus dans ce visage venu du Sahel? Ils savaient que ce qu'ils avaient perçu ce soir-là n'était pas un simple frisson collectif, mais la trace d'un basculement plus large, une vibration ancienne réactivée après des décennies de résignation silencieuse. Car si ces vétérans ont choisi de poursuivre cette histoire, c'est parce qu'elle porte une promesse rare: redéfinir la valeur de la dignité pour un peuple dispersé. Une idée simple mais lourde, 10 mots qui résumaient tout ce qu'ils n'avaient jamais obtenu de leurs propres dirigeants. Leur engagement n'avait rien d'un geste sentimental. Il représentait un risque réel, un pari sur un moment historique qui pouvait soit rassembler la diaspora, soit l'exposer à des pressions qu'elle connaissait trop bien. Un micro-hook s'est alors imposé dans leurs esprits. Si un simple discours venu du Sahel avait suffi à réveiller des hommes qui avaient enterré leurs illusions, qu'arriverait-il si cette étincelle se propageait plus loin que prévu? C'était ou passé le point de départ d'un récit où chaque choix allait peser lourd, non seulement pour eux, mais pour ceux qui hériteraient du monde qu'ils laisseraient derrière. La révélation s'est produite plus tôt qu'ils ne l'auraient admis, car lorsque les vétérans ont revu ensemble, pour la première fois, le même extrait diffusé des centaines de fois en ligne, ils ont réalisé qu'ils n'avaient jamais vraiment observé ce moment comme un groupe. Et cette prise de conscience, aussi simple soit-elle, pesa plus lourd que toutes les analyses qu'ils avaient échangées depuis une semaine. Dans ce clip, un jeune officier se tenait sous un soleil impitoyable, les manches retroussées, le souffle maîtrisé, entouré d'hommes qui ne jouaient pas un rôle mais incarnaient une cohésion rare. Cet officier, Ibrahim Traoré, n'apparaissait pas comme une figure politique, ni comme un technocrate rodé à la rhétorique diplomatique. Il parlait avec un ton qui ne cherchait ni l'approbation ni le confort. Pour ces soldats jamaïcains qui avaient porté l'uniforme à une époque où les alliances étrangères décidaient souvent de leur destin, la posture du capitaine frappait comme un contre-exemple vivant, presque un miroir inversé de ce qu'ils avaient connu. Leur passé collectif réapparut alors. Les défilés sous le soleil caraïbéen, les missions lointaines menées pour des puissances qui ne partageaient ni leur langue ni leurs préoccupations, les décennies d'accords volants signés dans des bureaux climatisés, pendant que les communautés locales luttaient pour respirer. Chaque souvenir formait une strate, une couche compacte de déception qu'ils avaient longtemps laissé se tasser sans jamais la nommer. Pourtant, ce soir-là, dans cette salle vieillissante, quelque chose se décomposa. La lassitude, l'ironie, le cynisme d'anciens soldats qui avaient appris à s'attendre au pire. La question qui avait été posée en Jamaïque, qu'ont-ils reconnu en lui, revint alors dans leur esprit avec une clarté tranchante. Ils ne reconnaissaient pas seulement un homme, ils reconnaissaient un manque, un vide laissé pendant 60 années par des dirigeants qui n'avaient jamais su parler avec ce mélange de calme, d'assurance et de responsabilité partagée. Et c'est là que le premier nœud de curiosité se boucla. Ce qu'ils cherchaient n'était pas un sauveur, mais un repère. Dans la pièce, un homme devint sans le vouloir leur fil conducteur. L'ancien sergent Donovan Reed, celui dont la voix avait porté des bataillons entiers à travers des décennies de service. Ce n'était ni le plus éloquent, ni le plus instruit, mais il possédait cette autorité tranquille que seuls les soldats forgent à force d'obéir, de douter, puis de tenir malgré tout.
Quand il parla de son malaise face aux dirigeants qu'il avait connus, aucune dramatisation ne fut nécessaire. Chaque homme voyait dans ces mots un reflet de sa propre fatigue. Le premier micro-cas apparut lorsqu'il évoqua une mission lointaine, menée à une époque où la Jamaïque s'alignait sans avoir son mot à dire. Il se rappelait la sensation étrange d'être envoyé défendre des intérêts qui n'étaient pas les siens, tandis que les besoins de sa propre île restaient en arrière-plan, presque suspendus hors du champ décisionnel. La pièce se figea, car chacun avait vécu une version différente de cette contradiction. Le second cas se révéla dans le récit du lieutenant Marlon Stewart, autrefois instructeur réputé strict. Il raconta comment, un soir, un jeune soldat lui avait demandé pourquoi on leur parlait tant d'honneur alors que personne, au sommet, n'en donnait l'exemple. Stewart n'avait jamais su répondre à cette question, et avouer cela devant d'autres vétérans pesa dans la salle comme une confession tardive. Ces fragments d'expérience, partagés sans cérémonie, créèrent une cohérence nouvelle. Leur trajectoire, bien que dispersée, pointait toutes vers la même faille. Et c'est précisément cette faille qui définissait désormais l'enjeu profond. Si rien ne change, que restera-t-il aux générations suivantes pour croire en quelque chose? Tout a commencé par une inquiétude diffuse, presque banale, celle qui circule entre vétérans lorsqu'ils sentent qu'un fil invisible se tend dans l'air. Mais cette inquiétude s'est transformée en déclencheur le soir où l'adjudant Leonard Clark est entré dans le hall avec une tablette enveloppée dans un tissu, comme s'il transportait une pièce à conviction. Il la déposa au centre de la table, la dénuda lentement, puis lança une vidéo que chacun avait déjà vue seul, mais jamais partagée, jamais disséquée, avec la rigueur froide d'un ancien groupe de combat. Ce premier geste, simple en apparence, fut le point d'allumage. Dans le clip, le capitaine Ibrahim Traoré se tenait droit sous un soleil écrasant, entouré d'hommes qui ne jouaient pas la mise en scène, mais la loyauté réelle. Son regard, ses poses, la cadence maîtrisée de son souffle, tout cela frappa les vétérans comme un code qu'ils n'avaient plus observé depuis des décennies. Ce fut le moment où la table se pencha, comme si chaque homme sentait que quelque chose basculait légèrement vers l'inattendu. Puis vint le temps de l'analyse. Ils visionnèrent le clip une première fois, puis une deuxième, puis une troisième, en notant chaque détail. Un froncement de sourcils, un geste uniforme derrière le capitaine, l'absence d'hésitation dans les mots. À chaque visionnage, une nuance nouvelle apparaissait, et cette accumulation tua le scepticisme résiduel. Les vétérans, qui avaient l'habitude d'observer les faiblesses humaines, ne trouvaient pas dans ces images la trace habituelle des dirigeants complaisants. Le pic de tension arriva lorsqu'ils commencèrent à comparer ce qu'ils voyaient à leurs souvenirs, leurs années en mission, leurs rencontres avec des officiers dont les discours étaient parfaitement calibrés, mais dont les regards trahissaient la peur des puissances étrangères. Le contraste fit monter une colère ancienne, non pas explosive, mais lente, méthodique, la colère d'hommes qui avaient trop longtemps avalé la résignation. Dans la pièce, l'air s'épaissit, les ventilateurs semblaient ralentir. Ce n'était plus une discussion, c'était un diagnostic collectif. Puis, une phrase tomba, coupant net le murmure de la salle. Un soldat, Lennox Gordon, se redressa et demanda: Et si ce jeune homme n'était pas un incident, mais un signal, ce fut la rupture, le moment où l'atmosphère changea radicalement. Jusque-là, ils interprétaient un événement. Désormais, ils se demandaient s'ils n'étaient pas eux-mêmes en train de se tenir au bord d'un mouvement plus vaste. C'est alors que surgit la déchirure émotionnelle, cet élan qu'ils n'avaient pas voulu nommer le regret des décennies où ils avaient servi comme exécutants, où leur propre nation les avait laissés se battre pour des agendas qui n'étaient jamais les leurs. Ce regret,
longtemps silencieux, devint soudain audible dans la salle. Ils se virent à 20 ans, imaginant ce qu'ils auraient pu devenir s'ils avaient eu un exemple semblable plus tôt. La dernière phase fut la décision instinctive, presque viscérale. Ils ne pouvaient plus rester simples spectateurs. L'analyse avait muté en engagement, la frustration en direction, la nostalgie en mouvement. Et ainsi, en une soirée de pluie caribéenne, une séquence d'événements apparemment d'anodins, une tablette, un clip, quelques souvenirs partagés, déclencha une dynamique que plus aucun d'eux ne pourra inverser. Au départ, les vétérans n'avaient qu'une semaine pour absorber leurs émotions, mais ce laps de temps limité bascula brusquement lorsqu'ils comprirent que leurs échanges internes se propageaient plus vite que prévu. Cette durée comptait car elle révélait une intensité inhabituelle. Et ce changement brutal, presque mécanique, marqua le début d'une phase où il fallait appuyer leurs impressions par des éléments tangibles, même si ces éléments ne se présentaient pas sous la forme de tableaux ou de données officielles. Ils commencèrent alors à examiner ce qui s'était réellement passé durant les premiers jours où la déclaration circula. Le premier constat apparut lorsqu'ils apprirent que le texte avait atteint Birmingham et Toronto en 2 jours, alors qu'aucun d'eux n'avait organisé une diffusion coordonnée. Cette vitesse signifiait qu'un désir latent circulait déjà dans la diaspora. Ils se rappelèrent alors à quel point la diaspora caribéenne était dispersée, fragmentée par les frontières, les économies et les décennies d'illusions politiques brisées. Pourtant, ici, un simple message d'anciens soldats semblait traverser ces frontières invisibles comme si elles n'existaient plus. Le deuxième constat surgit quand ils réalisèrent que, en 4 jours, la déclaration touchait déjà Miami, Atlanta et Washington, là encore, sans stratégie de communication. Cette propagation illustrait d'un besoin profond de repères partagés. Les vétérans, habitués aux lenteurs administratives, aux discussions interminables et aux manœuvres prudentes des gouvernements, furent frappés par cette réactivité organique, spontanée, presque instinctive. Elle ne venait ni de partis politiques, ni d'organisations établies, mais d'individus isolés, chacun réagissant à sa manière, chacun envoyant le texte à un ami, un frère, un ancien camarade de régiment, ou un membre de la famille vivant à l'étranger. Le troisième élément tiré de la réalité fut plus délicat, le nombre d'années, 60 ans, de fidélité silencieuse que beaucoup d'entre eux avaient consacré à la Jamaïque sans jamais recevoir le type de leadership qu'ils observaient désormais à distance. Cette durée rappelait la profondeur du vide qu'ils tentaient de nommer. Ce chiffre, répété dans plusieurs récits au sein du groupe, n'était pas seulement une mesure du temps. Il était le symbole d'un effort étiré à l'extrême, d'une loyauté parfois mal récompensée et d'un sentiment de fatigue qui s'était accumulé sans jamais trouver d'exutoire collectif. Ces 3 repères, une semaine de réflexion initiale, la diffusion en 2 puis 4 jours, les 60 années de service devinrent les piliers silencieux d'une compréhension nouvelle. Les vétérans n'avaient certes pas de statistiques officielles, mais ils possédaient des chronologies, des rythmes, des vitesses de réaction, et ces éléments étaient suffisants pour montrer qu'ils n'assistaient pas à un simple emballement émotionnel. Ils assistaient à quelque chose de plus rare, une résonance, un alignement entre des fragments épars d'une diaspora longtemps résignée, une convergence qui ne résultait ni d'une campagne planifiée ni d'un mot d'ordre, mais d'un écho, presque d'un réflexe transgénérationnel. En étudiant ces indices, les vétérans comprirent que leur mouvement ne dépendait pas d'eux seuls. Ils grandissaient parce qu'ils rencontraient une attente que personne n'avait su formuler auparavant. Et dans cette découverte, ils virent pour la première fois que leur propre rôle dans cette histoire n'était peut-être pas celui de témoin, mais de gardien d'une mémoire que d'autres réclamaient enfin.
Deux visions nettement opposées émergèrent parmi les vétérans lorsqu'ils commencèrent à analyser plus froidement l'onde qui se formait autour d'eux. La première venait de ceux qui craignaient que leur prise de position ne soit interprétée comme un geste imprudent. Ils rappelaient les décennies où les Caraïbes avaient été observées avec suspicion dès qu'elles semblaient manifester un élan trop autonome. Pour eux, soutenir publiquement un jeune officier d'Afrique de l'Ouest risquait d'attirer la méfiance des gouvernements qui contrôlaient encore silencieusement une partie de la stabilité régionale. Ils insistaient: les grandes puissances n'apprécient pas ce qu'elles ne peuvent pas prévoir. Ce camp craignait donc que leur déclaration ne crée une tension inutile ou ne génère une surveillance accrue. Le second groupe défendait une position diamétralement opposée. Pour eux, garder le silence revenait à prolonger la résignation. Ils rappelaient que durant 60 ans, les dirigeants locaux avaient souvent parlé de souveraineté tout en signant des accords qui l'affaiblissaient, un constat répété à plusieurs reprises dans leurs récits. Ils soulignaient que s'ils avaient reconnu quelque chose chez Ibrahim Traoré, c'était justement cette absence de peur, cette posture de quelqu'un qui ne cherchait pas l'approbation étrangère, mais la cohérence entre ses actes et ses mots. Selon eux, ce type de leadership méritait d'être reconnu, même de loin, et leur silence prolongé risquait de trahir les valeurs qu'ils prétendaient défendre. La réponse aux deux positions surgit lorsqu'ils apprirent que, déjà, leur déclaration circulait à Washington et que certains cercles s'en inquiétaient. Ce fait, issu directement de leur conversation, offrait une synthèse involontaire. Oui, leur prise de position dérangeait, mais précisément parce qu'elle exprimait une dignité trop longtemps comprimée. Et en comprenant cela, les vétérans saisirent que le risque n'était pas un signe d'erreur, mais un indicateur de l'importance du moment. Car si des voix lointaines se troublaient, c'est que leurs paroles, pour la première fois depuis des décennies, pesaient réellement. Une phrase suffit parfois, car au milieu de leur débat, une information discrète parvint jusqu'aux vétérans, modifiant silencieusement la trajectoire de leurs réflexions. Un officier jamaïcain retraité vivant dans le Maryland avait appelé tard dans la nuit. Leur déclaration circulait désormais dans certains cercles de Washington où l'on débattait avec prudence de son impact potentiel. Ce détail, presque anodin pour un observateur extérieur, se transforma en révélateur pour les anciens soldats. Il confirmait que leur soutien à un leader comme Ibrahim Traoré n'était plus perçu comme un simple élan moral, mais comme un signe d'alignement symbolique entre deux héritages longtemps séparés. Ce basculement changea immédiatement l'atmosphère. Ils comprirent que ce qu'ils vivaient n'était plus une réaction intime, mais une dynamique observée, évaluée, pesée par des institutions qui n'avaient pas l'habitude de prêter attention à des voix oubliées. Dans la salle, un calme nouveau s'installa. Ni peur, ni exaltation, mais la lucidité froide de soldats qui reconnaissent que le terrain vient de changer sous leurs pieds. Ce midpoint leur révéla surtout une vérité inattendue. Leurs gestes, même modestes, réveillaient quelque chose que personne n'avait anticipé. Et dès lors, aucun d'eux ne pouvait revenir en arrière. Les vétérans comprirent que leur prise de position produisait déjà des effets concrets, visibles à travers 4 cercles distincts, chacun réagissant selon ses propres fractures et espérances. Dans un premier espace de réflexion, les vétérans observèrent que, en Jamaïque même, les premiers signes apparurent dans les conversations entre anciens militaires et jeunes recrues. Certains y voyaient un rappel brutal: si des hommes ayant servi pendant 60 ans osaient soutenir un leader étranger, c'est que le malaise dépassait largement la politique du moment. Le nom d'Ibrahim Traoré revenait non comme une figure lointaine, mais comme une comparaison implicite, une façon de mesurer ce que leurs propres dirigeants n'avaient plus incarné depuis longtemps. Dans les quartiers populaires, quelques voix estimaient que les vétérans avaient simplement mis en mots un sentiment diffus:
La dignité ne peut pas rester un souvenir. L'effet le plus inattendu fut le regain de discussion sur la manière dont les Caraïbes avaient perdu confiance en elles-mêmes. Les vétérans n'avaient rien fait de spectaculaire, mais leurs gestes avaient réactivé une question trop longtemps enfouie. Qu'est-ce que signifie se tenir droit dans un monde qui vous préfère docile? Dans un premier espace de réflexion, les vétérans observèrent que, dans la sphère économique, la réaction fut plus prudente. Certains entrepreneurs craignaient que l'admiration affichée pour un officier ouest-africain ne soit interprétée comme l'émergence d'un courant politique imprévisible, susceptible d'inquiéter les partenaires internationaux. D'autres, plus discrets, y voyaient plutôt une opportunité morale. Si des vétérans prenaient la parole, c'est que le statu quo ne satisfaisait plus la base sociale. Le vrai impact fut psychologique. Le geste des anciens soldats montrait que même ceux qui avaient traversé des décennies de compromis pouvaient encore réclamer une ligne claire. Et cette revendication, bien que silencieuse, bousculait les cycles de prudence qui régnaient dans les milieux d'affaires. Dans un premier espace de réflexion, les vétérans observèrent que la diaspora réagit avec une intensité particulière. À Toronto, Birmingham ou Miami, nombre d'anciens militaires noirs ayant eux aussi servi sous des drapeaux étrangers se reconnurent dans l'élan jamaïcain. Certains dirent que le discours d'Ibrahim Traoré avait réveillé une fierté qu'ils pensaient éteinte. D'autres affirmèrent que la déclaration des vétérans validait un sentiment qu'ils n'osaient pas exprimer publiquement. La diaspora n'était pas seulement dispersée, elle était en attente d'un symbole. Cette résonance inattendue créa un pont émotionnel entre des communautés longtemps habituées à vivre séparées. Pour la première fois depuis longtemps, elles partageaient un langage commun, celui de la cohérence retrouvée. Dans un premier espace de réflexion, les vétérans observèrent que, sur le plan régional, la secousse fut plus fine mais perceptible. Certains gouvernements caribéens adoptèrent un ton mesuré, parlant de stabilité et de vigilance, tandis que d'autres observateurs affirmaient que la déclaration signalait un réalignement symbolique entre les Caraïbes et l'Afrique de l'Ouest. Les think tanks étrangers commencèrent à publier des analyses prudentes. Pourquoi des anciens soldats caribéens s'identifiaient-ils soudain au discours d'un jeune officier burkinabé? Cette interrogation suffisait à montrer que les vétérans avaient franchi une frontière inattendue. Leurs paroles, naguère ignorées, résonnaient désormais bien plus loin qu'ils ne l'avaient anticipé. Et au cœur de ces quatre cercles, une vérité persistait. Même un geste simple peut devenir un repère lorsque des générations entières cherchent encore où placer leur loyauté. Dans les semaines qui suivirent la diffusion de leur déclaration, les vétérans comprirent qu'ils entraient dans une zone d'incertitude stratégique. Ils savaient que les prochains mois décideraient de la direction réelle du mouvement qu'ils avaient involontairement lancé. Pour se préparer, ils dressèrent trois trajectoires possibles, chacune façonnée par les tensions géopolitiques, la sensibilité régionale et la capacité des communautés à transformer l'élan moral en continuité durable. Dans une autre hypothèse, ils envisagèrent que dans cette hypothèse, la déclaration continue de circuler sans provoquer de réaction directe des gouvernements caribéens. Les conversations s'étendent dans la diaspora, les anciens soldats échangent davantage, mais l'ensemble reste informel, presque souterrain. Ce scénario repose sur une forme d'équilibre fragile. Les autorités observent, les populations commentent, mais aucune partie n'ose franchir une ligne claire. Ce serait une progression lente mais stable qui permettrait au mouvement de mûrir sans être étouffé. Dans une autre hypothèse, ils envisagèrent que, ici, l'élan moral déclenché par les vétérans inspire d'autres groupes d'aînés dans la région. Des voix similaires émergent à Trinidad, à la Barbade ou en Antigua, non pour déclencher une confrontation politique, mais pour revendiquer un langage plus ancré dans la dignité et la responsabilité.
Cette dynamique crée une forme d'alignement transatlantique, où les communautés reconnaissent qu'elles partagent les mêmes frustrations et les mêmes espoirs. Dans ce scénario, les Caraïbes consolident une identité plus autonome, sans rompre, mais en redéfinissant leurs relations avec les puissances traditionnelles. Dans une autre hypothèse, ils envisagèrent que ce scénario s'appuie sur ce que certains vétérans craignaient déjà, l'irritation de certains cercles internationaux. Les gouvernements pourraient émettre des avertissements officieux, les commentateurs médiatiques amplifier des discours de prudence et certains acteurs économiques tenter de décourager toute prise de position jugée instable. Dans cette configuration, l'élan initié par les vétérans se retrouve comprimé entre surveillance extérieure et hésitations internes, risquant de perdre sa cohérence ou d'être récupéré par des agendas politiques. Ils formulèrent alors une recommandation importante. Les vétérans conclurent que, quel que soit le scénario, la règle centrale devait rester la même: ne pas agir par réaction, mais par clarté, car un mouvement né de la dignité ne survit que s'il refuse la précipitation et s'appuie sur la constance plutôt que sur l'émotion. Pour les vétérans, il devint évident qu'aucun mouvement ne survit s'il ne parvient pas à toucher ceux qui l'observent à distance, parfois sans savoir où situer leurs propres convictions. Ils comprirent alors qu'ils devaient articuler leurs gestes non pas comme un acte héroïque, mais comme une invitation adressée à trois groupes distincts, chacun traversé par des peurs, des attentes et des doutes légitimes. Le premier groupe concernait les jeunes des quartiers populaires, ceux qui n'avaient jamais connu une génération où l'on parlait d'honneur sans résignation. Pour eux, les vétérans savaient que le véritable enjeu n'était pas de glorifier le passé, mais de montrer que la dignité n'est pas une relique. Le simple fait que des hommes vieillissants aient décidé de rompre le silence offrait un exemple inattendu, celui d'une rectitude encore possible, même tardive. Le deuxième groupe rassemblait les feuilles éparpillées à travers la diaspora, souvent fatigués des tensions identitaires et des promesses politiques non tenues. Les vétérans comprirent que ces familles ne cherchaient pas un discours flamboyant, mais une cohérence capable de traverser les océans. Leur prise de position donnait une forme à ce besoin, celle d'une voix qui ne dépend ni d'intérêts partisans ni de stratégie diplomatique, mais d'une mémoire intacte. Le troisième groupe incluait les travailleurs et employés des secteurs publics, ceux qui, chaque jour, maintiennent la société en mouvement sans que leur loyauté ne soit reconnue. Pour eux, les vétérans voulaient offrir un rappel simple: même les gestes modestes peuvent réorienter une époque lorsqu'ils sont posés avec constance. Ainsi, toucher le public ne signifiait pas séduire, mais rappeler que la dignité n'a jamais cessé d'être une ressource collective. Les vétérans savaient qu'un mouvement ne peut se maintenir uniquement par l'émotion. Il fallait une méthode, une trajectoire, quelque chose de suffisamment solide pour résister aux pressions extérieures et suffisamment souple pour être adopté par des communautés dispersées. Ils élaborèrent alors une démarche en 5 étapes, chacune pensée pour éviter l'impulsivité et renforcer la cohérence morale qu'ils avaient reconnue chez Ibrahim Traoré. À cette étape, ils décidèrent que les vétérans décidèrent que toute prise de position publique devait être formulée en groupe, jamais individuellement. Cette unité empêchait toute tentative d'isolement, pratique courante lorsqu'un pouvoir souhaite affaiblir une position dissidente. À cette étape, ils décidèrent que ils identifièrent des anciens soldats, enseignants, infirmiers, travailleurs communautaires dans plusieurs villes de la diaspora. Pas pour créer une organisation formelle, mais un tissu humain capable de partager informations, réflexions et inquiétudes, un réseau qui ne dépend ni d'application ni de hiérarchie. À cette étape, ils décidèrent que ils savaient que le mouvement n'aurait de sens que si les jeunes comprenaient pourquoi des hommes fatigués avaient une veillée de reprendre la parole.
Chaque vétéran s'engagea à partager son histoire avec au moins un jeune, sans héroïsme, sans romantisation, simplement pour offrir un repère. À cette étape, ils décidèrent que ils mirent en place un rituel simple, une veille mensuelle où chacun rapportait ce qu'il avait entendu dans sa ville, son quartier ou son pays d'accueil. L'objectif n'était pas de prévoir les pressions, mais de ne jamais les ignorer. À cette étape, ils décidèrent qu'ils conclurent que leur seule force était leur constance. Si un jeune officier du Sahel pouvait incarner la fermeté sans arrogance, eux pouvaient incarner la mémoire sans amertume. Ainsi naquit une stratégie silencieuse, patiente, mais profondément enracinée. Lorsque les vétérans se réunirent une dernière fois dans la vieille salle communautaire, un silence presque solennel enveloppa la pièce. Le sergent Donovan Reed, celui qui avait servi de fil conducteur depuis le début, posa lentement ses mains sur la même table usée où tout avait commencé. Le bois craqua comme s'il reconnaissait le poids des décennies et l'élan nouveau qui naissait. Reed leva les yeux vers ses frères d'armes, et chacun comprit qu'il ne parlait plus pour raconter, mais pour transmettre. Il évoqua la fatigue accumulée, les regrets qu'ils avaient portés trop longtemps, puis rappela ce qu'ils avaient vu dans le visage d'Ibrahim Traoré, non pas une promesse de miracle, mais une droiture qui leur avait manqué toute une vie. Cette droiture, dit-il, n'appartient ni à un âge ni à un pays. Elle appartient à ceux qui refusent de se courber quand tous les y poussent. Alors, les anciens soldats se redressèrent légèrement, comme répondant à un appel silencieux. Ce n'était ni un serment ni un adieu. C'était un geste simple, mais chargé de sens, la certitude que, même tardivement, ils pouvaient encore montrer la route. Et cette route tenait en une seule idée: la dignité ne vieillit pas. Lorsque les vétérans quittèrent la salle pour la dernière fois, la nuit était lourde mais étonnamment calme, comme si l'air lui-même attendait ce que les générations futures feraient de cet élan inattendu. Ils savaient que leurs déclarations, simples en apparence, continueraient de circuler entre les familles, les quartiers, les communautés dispersées, et que chacun y trouverait ce qu'il était prêt à entendre: une inquiétude, une espérance, ou un rappel discret que les peuples ne se maintiennent que lorsqu'ils relient leur mémoire. Ils ne demandaient ni fidélité aveugle, ni mobilisation massive. Seulement un geste: réfléchir à ce que signifie encore la dignité dans un monde où tout pousse à l'oublier. Et peut-être, pour ceux qui le souhaitent, rejoindre la conversation plutôt que de la regarder passer. Alors, avant de partir, ils posèrent une question ouverte, non pour guider, mais pour inviter. Quel héritage souhaites-tu que la prochaine génération reçoive vraiment? Ta voix, même discrète, peut devenir une pierre dans ce pont encore fragile.